Oui, mes chers amis, je voulais vous donner des précisions concernant les notes qu'on vous a envoyées sur WhatsApp. Il faut étudier selon l'ordre que j'ai donné. Il y a la note A qui concerne l'État indépendant du Congo. La note B concerne la décolonisation. La note C concerne la décolonisation au Congo belge. Et enfin, la note D concerne les explorations et la colonisation au 19e siècle. Alors, nous commençons par l'EIC, l'État indépendant du Congo. Pour cette partie de l'État indépendant du Congo, nous avons les grands points. A. Exploration et occupation du territoire. Nous avons la fixation des frontières. Nous avons l'organisation administrative de l'EIC et nous avons également l'économie. Mais après aussi, il y a une partie concernant les campagnes militaires. Les campagnes militaires concernent la répression de certaines révoltes qui a eu lieu du temps de l'EIC. C'est qu'il y a des autochtones qui ne voulaient pas l'occupation étrangère. C'est ainsi qu'il y aura plusieurs révoltes. On a parlé des révoltes de Batete là, on a parlé des madistes au nord, ainsi de suite. On ira même du côté Maniema avec les Sefu, les Ngongolotete, Romaliza, ainsi de suite, les Rachid. Alors, pour ce qui est de l'exploration et occupation du territoire, nous avons vu avec vous qu'après la conférence de Berlin de 1885, l'EIC n'avait pas de frontières, il n'y avait pas de limites. C'est que les territoires n'étaient pas délimités. C'est ainsi qu'il fallait qu'on procède par explorer les territoires pour occuper ces territoires en question. En ce moment-là, il y a eu plusieurs explorations pendant ces temps de l'EIC. Il y a eu des expéditions d'Evangel, des Ansens, des Pontiers. Il y a eu des expéditions avec Paul de Marinel, des communes. Il y a eu Wisman, Ponge, Olf, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs explorations pour résoudre les problèmes des frontières. Alors, pour ce qui est des frontières, il fallait que l'EIC puisse signer plusieurs protocoles d'accord pour occuper les territoires. Ici, il fallait, dans un premier temps, signer un protocole d'accord avec la France. Il y aura encore un autre protocole d'accord avec l'Angleterre, un autre protocole d'accord avec le Portugal. Mais il y a un fait également que nous devons souligner. Pour occuper le Katanga, il y avait les rois Msiri de Ngarengans qui occupaient cette partie, et ce n'était pas facile pour les agents de l'EIC d'occuper les territoires. C'est ainsi que, avec sa résistance, Msiri sera assassiné en décembre 1891 par le capitaine Bolson. Et on va terminer avec les protocoles d'accord pour les frontières orientales de l'EIC avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Pour ce qui est de l'organisation administrative, nous avons déjà vu que l'anglais Sir Francis de Winton, c'est celui qui était le premier administrateur général de l'EIC. C'est celui-là qui va proclamer le 1er juillet 1885 l'État indépendant du Congo à Vivi. C'est que Vivi sera la première capitale de l'EIC
comme le territoire allait en s'agrandissant, on va déplacer la capitale de Vivi à Boma. De Boma, la capitale sera transférée à Léopoldville, actuellement Kinshasa. Alors, pour ce qui est de l'organisation politique, du point de vue international, l'EIC était un État, on disait que c'était un État indépendant et neutre, mais du point de vue gouvernement, c'était une monarchie absolue. C'est que le roi des Belges détenait tous les pouvoirs, mais il était aidé par un gouvernement central qui siégeait à Bruxelles et un gouvernement local qui était ici chez nous au Congo. Pour ce qui est de l'économie, là on va essayer de voir, de mettre sur pied certaines compagnies agricoles et minières pour avoir des financements concernant l'État indépendant du Congo. Voilà brièvement pour ce qui est de la note A concernant l'État indépendant du Congo. La note B concerne la décolonisation. Ici, je n'ai pas voulu parler en détail, mais nous avons donné les causes. Pourquoi les pays africains ont cherché à réclamer leur indépendance? C'est pourquoi nous avons parlé des causes de la montée des nationalismes. Il y a eu plusieurs causes qui ont réveillé les nationalismes africains. Et parmi ces causes, nous pouvons par exemple parler du mécontentement des anciens combattants. C'est que il y a des pays africains qui ont participé dans l'effort de guerre à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et l'homme blanc avait promis l'indépendance, entre autres, parmi les promesses, ils avaient dit que dès qu'on va remporter la victoire, ils vont accorder l'indépendance aux pays africains. Une chose qui n'a pas été respectée. Mais pendant ce temps, nous avons également des idées de la Révolution française. Nous avons vu avec vous qu'avec ces idées de la Révolution française, les Africains vont aussi s'inspirer pour réclamer leur indépendance. Nous avons ici l'attitude des deux grands. Pendant ce temps, nous avons deux grandes puissances. Nous avons l'URSS et les USA, ou les États-Unis d'Amérique. Ces deux grandes puissances n'avaient pas de colonies. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'appuyer sur les mouvements d'émancipation des pays colonisés dans l'espoir d'exercer aussi leur influence sur ces pays-là. Vous voyez comment ils ont joué. C'est que les États-Unis et l'URSS n'avaient pas de colonies en Afrique. Ils ont influencé ou ils se sont appuyés sur les mouvements d'émancipation des pays africains pour qu'ils aient aussi à exercer l'influence sur ces pays-là. Nous avons aussi l'action de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation soutient les pays africains à réclamer leur indépendance. Nos pays africains également, ils vont s'inspirer de l'exemple des pays, des colonies d'Asie. Plusieurs colonies de l'Asie avaient réclamé leur indépendance. Nous avons l'exemple de l'Indonésie qui a obtenu son indépendance en 1950. Nous avons l'Indochine française en 1954. C'est que ces exemples-là ont poussé les Africains à réclamer leur émancipation. Nous avons la conférence de Bandung. Cette conférence qui a réuni 29 nations indépendantes d'Afrique et d'Asie. Et nous voyons, avec cette conférence, la conférence a demandé aux pays colonisés de constituer un monde à eux, ce qu'on a appelé les tiers-mondes, c'est-à-dire des pays qui n'appartenaient à aucun bloc qui existait. Nous avons pendant ce temps les blocs capitalistes et les blocs
communistes. Et c'est ce qu'on a appelé le neutralisme ou le non-alignement. C'est qu'avec la conférence de Bandung, cette conférence a poussé les pays africains qui n'étaient pas indépendants. Et je n'ai pas donné la date, c'est que la conférence de Bandung a eu lieu du 18 au 24 avril 1955 pour discuter des problèmes de la décolonisation. À part cela, nous avons un autre facteur ou une autre cause qui a poussé les pays africains à réclamer leur indépendance. Nous avons l'exemple de l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, l'Égypte devient indépendante déjà en 1922 avec le roi Farouk. L'ancienne Libye italienne va s'émanciper en décembre 1951. La Tunisie et le Maroc vont réussir, après une lutte acharnée, à acquérir leur indépendance au mois de mars 1956. Vous voyez déjà, avec ces pays du Nord, ça va aussi pousser les autres pays colonisés à réclamer leur indépendance. Et à part cela, il y a eu aussi un mouvement panafricain, ce mouvement qui avait pour but de créer entre tous les États africains des liens économiques et politiques étroits. C'est ce qu'on a appelé le panafricanisme, qui va naître à Londres, et l'inventeur fut un Antillais, Henry Williams. C'est avec tous ces mouvements que les pays africains vont réclamer leur indépendance. Et après, la note C concerne la décolonisation au Congo belge. Voilà de la manière que vous devez lire ces notes-là. Pour ce qui est de la décolonisation au Congo belge, qui est le point C, le grand point C, après la décolonisation, ici, nous avons le manifeste des consciences africaines avec l'ABACO. L'ABACO, c'est l'Alliance ou Association des Bakongo, créée en 1950. Cette association va aussi militer pour réclamer l'indépendance de notre pays. Et à part cela, il y a eu autant d'événements qui se sont succédés avant d'arriver à l'indépendance. Il y a eu d'abord les premières élections communales au mois de décembre 1957 dans 3 grandes villes de notre pays, Léopoldville, Élisabethville et Jadotville. Avec cela, ça suscitait encore l'envie d'avoir l'indépendance. Mais il y a les événements aussi qui vont se dérouler en 1958. Nous allons noter, ici nous sommes la marche vers l'indépendance du Congo. Nous avons par exemple, le premier événement, c'est le discours de Brazzaville, le 24 août 1958, par lequel le général de Gaulle va offrir au cours de la campagne électorale un référendum d'indépendance au peuple de l'Afrique, de l'ancienne Afrique française. Et il a dit, l'indépendance, c'était-il écrié, quiconque la voudra pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Vous voyez déjà, avec la déclaration du général de Gaulle, ça va donner aussi encore l'envie aux Africains, en particulier aux Congolais, de réclamer leur indépendance. Le deuxième événement, c'est l'exposition internationale de Bruxelles, au mois de décembre 1958, où pour la première fois, les Congolais de diverses régions vont se rencontrer, ils vont entrer en contact avec les Africains des colonies françaises et anglaises.
Et enfin, l'élément aussi important, le troisième événement qui va pousser encore les Congolais à réclamer leur indépendance, c'est les congrès panafricains d'Accra. C'est au Ghana, du 5 au 13 décembre, nous sommes en 1958, auquel nous avons nos dirigeants, Diomi, Ngalola et Lumumba, qui vont découvrir les autres Africains, ils vont entrer en contact et de retour à Léopoldville, ils vont organiser un meeting populaire auquel ils vont déclarer que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais bien un droit fondamental du peuple congolais. Ce genre de déclaration inquiète l'administration coloniale qui interdit à la dernière minute un meeting qui devrait tenir la Bako. C'est cette interdiction qui va faire éclater le dimanche 4 janvier 1959 des troubles. Il va s'ensuivre 3 journées d'incendies et de pillages. Et la répression fut brutale. On a dénombré plusieurs morts. On parle de 42 morts selon les gouvernements coloniaux. Mais selon la Bako, c'était plus ou moins 540 morts lors de ces événements. Vous voyez comment notre pays a cheminé petit à petit pour réclamer son indépendance. Voilà brièvement pour la partie, jusqu'à ce qu'on va réclamer l'indépendance. Et le 19 mai 1960, le roi Baudouin va promulguer la loi fondamentale de 259 articles qui devait remplacer la charte coloniale. C'est vers la fin du mois de juin que Joseph Kasavubu, chef du premier parti politique congolais, la Bako, fut choisi comme président de la République. Monsieur Patrice Emery Lumumba, chef du mouvement national congolais, MNC, fut chargé de former le premier gouvernement. À la date prévue du 30 juin, en présence du roi des Belges, Baudouin Ier, il y ait la proclamation de l'indépendance. Voilà. Après cela, la dernière note, c'est la note D. Et la note D concerne les explorations. Ces explorations ont eu lieu en Afrique occidentale, en Afrique orientale, en Afrique australe et en Afrique centrale. Là, vous avez plusieurs explorateurs et chaque partie avait des problèmes particuliers. C'est comme en Afrique occidentale, il fallait résoudre des problèmes géographiques de la région. Par exemple, on parlait du coup du Niger, l'existence du Tchad, l'existence de Tombouctou. Il s'agissait aussi de savoir s'il y avait une relation entre le Niger et le Tchad. Et là, vous avez plusieurs explorateurs qui ont parcouru cette partie. Vous avez Richard Lander, René Caillé, vous avez l'Allemand Gustave Nachtigal, vous avez Daniel Houghton, l'Écossais Mungo Park. C'est que vous avez plusieurs explorateurs en Afrique occidentale. Ainsi, pour les autres parties, vous avez en Afrique, par exemple, orientale, nous sommes à l'est. Là, les problèmes géographiques, c'était la recherche des sources du Nil. Et les sources du Nil bleu étaient déjà découvertes par l'Écossais James Bruce et Béquet et les frères Abadi. Mais les problèmes restaient pour le Nil blanc. Et là, vous aurez les autres qui ont parcouru cette partie. Enfin, en Afrique australe et centrale, il y a eu l'exploration graduelle de l'Afrique australe par les Boers, qui étaient déjà installés en Afrique du Sud, c'est de l'Angola par la Selda et Serpa Pinto,
Et le plus grand explorateur de ces régions fut Livingstone, qui a exploré le bassin du Zambèze. Et il a reconnu les lacs Nyassa et Mwero, Bangwelo. Et au cours du dernier voyage, il va rencontrer un jeune journaliste, Henry Morton Stanley, qui était envoyé à sa recherche par le New York Herald, un journal. Mais Livingstone va repousser la proposition de rentrer chez lui. Il va repartir dans la région, dans la direction du Lualaba. Il va atteindre le lac Bangwelo. Et c'est là qu'il va mourir à Chintambo dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1873. Il y avait aussi un autre explorateur Cameron qui était aussi envoyé comme Stanley à la recherche de Livingstone. Et après Livingstone, c'est Stanley qui est certainement le plus célèbre des explorateurs de cette partie. Il sera rendu célèbre par sa première expédition et son livre intitulé How I Found Livingstone in Central Africa. Sa seconde expédition est financée par les New York Herald pour continuer avec les explorations. C'est que vous voyez que dans cette partie, il y a eu encore d'autres qui ont travaillé, à part Stanley. Il y a les Français Caillou, il y a Savonia de Brazza, et ils ont également exploré cette partie de l'Afrique. Puis à la fin, je crois que je vous ai donné pour cette partie l'annexe concernant les différents voyages de Stanley. C'est de son vrai nom, John Rawlins. Il va prendre le nom de celui qu'il avait adopté, Sir Henry Morton Stanley. C'est que là, on a donné les principaux voyages de Stanley qu'il faut retenir. Le premier voyage, c'était rechercher Livingstone qu'il avait retrouvé à Oudidi. Le deuxième voyage, c'était continuer l'œuvre de Livingstone et traverser l'Afrique centrale de l'Est à l'Ouest. Et le troisième voyage, il était engagé pour 5 ans par le roi Léopold II afin de créer des postes ou tout ce que nous avons appelé avec vous des stations commerciales. Le quatrième voyage, il devrait terminer son mandat de 5 ans puisqu'il était tombé malade, il était reparti en Europe, il était revenu. C'est que c'est au quatrième voyage qu'il devrait terminer son mandat de 5 ans. Enfin, le cinquième voyage de Stanley, passant par le Congo, c'était pour secourir Émile Pacha en guerre contre les mahdistes au Sud-Soudan. C'est que là, il faut bien retenir les différents voyages de Stanley. Voilà brièvement les notes que je vous ai envoyées. Et il faudra bien suivre l'ordre des notes telles que je vous ai donné. La note A, la note B, la note C et la note D. Voilà brièvement les résumés des notes que je vous ai envoyées.